Bonjour, mon nom est Mélissa, je suis libraire jeunesse pour la librairie Monet et aujourd'hui je vais vous présenter les incontournables secondaires pour le mois de mai. Exceptionnellement, on a 3 livres ici qui font partie de la salle de montre antérieure, donc la salle de montre d'avril. Donc je vais vous les présenter rapidement parce qu'on notait qu'ils sont quand même assez incontournables et on n'a pas pu vous les présenter dans la capsule précédente. Donc le premier, c'est Loveless, juste ici. C'est un livre dans le fond qui met en lumière un personnage asexuel, donc une des formes d'asexualité. C'est probablement le tout premier que j'ai vu concernant cette orientation-là. Donc c'est un roman qui est somme toute très calme. On est vraiment dans une idée de campus avec Georgia. Donc elle, ce qu'elle cherche en fait, c'est tout simplement être comme la plupart des gens, donc sortir avec un garçon ou une fille en fait. Mais trouver dans le fond un premier amour. Donc c'est un peu tout le concept de elle n'est pas attirée par le fait d'embrasser, elle n'est pas à l'aise avec l'idée d'avoir des relations sexuelles. Donc on fait un petit tour d'horizon sur l'aromantisme, qui est vraiment une forme de sexualité où il n'y a ni attrait pour les garçons ni attrait pour les filles et pas d'attrait du tout pour la sexualité. Donc c'est vraiment le niveau le plus plat de la sexualité. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est l'autrice qui nous a donné Heartstopper pour ceux qui connaissent l'univers des BD. Donc vraiment très tranquille, mais vraiment très intéressant. Le second s'appelle Dolpagne, donc un autre beau livre pour la maison Rouergue. Cette fois-ci, Mylène Mouton nous amène au Népal. C'est probablement le premier, encore une fois, que j'ai vu qui se déroulait dans ce pays-là. Donc on est dans un roman choral. Il y a 3 personnages qui vont nous raconter une histoire qui est à la frontière entre le folklore et la réalité. Donc le premier personnage s'appelle Tao, c'est le danseur que vous pouvez voir sur la page couverture ici. Donc dans la culture népalaise, les guerriers danseurs sont des guerriers de profession et ils doivent faire une initiation auprès de la Kumari. Les Kumaris existent pour de vrai, vous pourrez aller voir si vous voulez sur le site internet. Les Kumaris sont des déesses vivantes, elles ne peuvent pas toucher le sol et elles ne peuvent pas s'adresser aux gens. Ce sont des figures de fortune de 3 à peu près 14 ans. Vous pouvez aller voir, c'est super intéressant. Donc la Kumari qu'on suit ici, c'est la réincarnation de la déesse Kali, qui est juste là. Et le troisième personnage s'appelle Shana, c'est une Migoy, qui est une créature fantastique qui s'apparente beaucoup au Yeti, donc un peu ce qu'on connaît du Népal avec le Yeti. C'est vraiment très intéressant. Et dans le fond, sommairement, Shana a mis au monde une petite fille handicapée. Le grand mâle de sa tribu, en voyant l'handicap, a tué le bébé. Et depuis ce temps, Shana vit un deuil dont elle a de la difficulté à se remettre. Et elle va aller kidnapper la Kumari ici, dans le village des humains, que normalement, les deux peuples se mélangent pas. Et Tao va partir à sa recherche. Donc on est vraiment dans une logique de triade. C'est vraiment très intéressant, c'est vraiment beau. Et les chapitres sont très très courts. Donc je vous invite à aller regarder ça de plus près. Et je termine pour les incontournables du mois d'avril. Comment braquer une banque parce que tu as cramé la maison de la fille de tes rêves. Donc, un roman un peu plus léger, donc plus humoristique. C'est un garçon de 15 ans, Dylan, qui croit avoir mis le feu à la maison de la fille de ses rêves. Et finalement, en fait, on ne sait pas exactement si c'est vraiment de sa faute, tout ça à cause d'une bougie. Toujours est-il que la famille de Beth va se retrouver pratiquement à la rue parce qu'il n'y avait pas d'assurance pour la maison. Donc notre adolescent, avec un plan vraiment foireux de première heure, va essayer de braquer une banque, mais bon, on s'en doute bien que ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est vraiment plus léger, mais ça fait du bien des fois d'avoir des livres comme ça qui se prennent pas vraiment au sérieux, un peu comme Jimmy Diamond est une merde qu'on a reçu un peu plus tôt. Voilà, un petit livre humoristique pour vos ados qui ont envie de décrocher du quotidien. Donc ça, c'était pour les 3 livres de l'ancienne salle de monde du mois d'avril. Donc là, on va passer à la salle de monde du mois de mai pour les adolescents toujours. Donc les 2 premiers dont je voudrais vous parler, c'est une maison d'édition québécoise qui les a repris. Leur particularité, c'est que ce sont des rééditions. Donc attendez-vous il y en a déjà eu des livres comme ces 2-là. C'est la maison d'édition 2 qui a pris le relais. Les 2 livres ont été écrits en 1986 et les 2, dans le fond, sont notables à leur manière. Donc vraiment, allez voir, c'est vraiment très intéressant. Le premier s'appelle Sudi. Comme vous pouvez voir, c'est une assez grosse brique. Somme toute pas écrit gros, par exemple. On le voit, ça se lit quand même assez bien. Donc, Sudi nous amène dans les années 50 d'après-guerre, dans un coin du sud des États-Unis. On comprend que le ségrégationnisme est encore assez présent. Le langage peut d'ailleurs assez être offensant. On parle des personnes noires comme étant des animaux, ni plus ni moins. Et le mot en haine va revenir quelquefois. Ceci dit, il faut le prendre dans son contexte historique.
c'est pas pour traumatiser qui que ce soit, c'est vraiment pour parler de la réalité telle qu'elle était vue à l'époque, évidemment pour le dénoncer. Donc, Sudi est une petite fille de vraiment pas très vieille, elle a à peu près 10 ans, et elle a une tanière particulière dans la forêt, et elle va rencontrer, oh mon Dieu, son petit nom déjà, Simpson, voilà, qui est noir, qui est un homme. Donc, je ne l'ai pas tout à fait terminé, je vous donnerai pas tous les détails, mais c'est vraiment une prise de conscience sur l'époque. Il y a aussi un petit peu l'attrait au début des agressions sur mineurs. Donc, c'est pas un livre joyeux, mais c'est un livre intéressant pour se remettre dans l'époque. Donc, un ouvrage qu'on pourrait peut-être plus voir avec justement les professeurs, ça pourrait sans doute vous intéresser. Très intéressant. Et le faire une lecture accompagnée pourrait ne pas être de trop. Et le deuxième, un peu dans la même logique, c'est Le Cygne, qui est vraiment considérablement plus petit. Lui va nous parler de la violence dans son sens assez large. Donc, je vous l'explique rapidement. On a... oh mon Dieu, les noms. On a un garçon, voilà. Ernie, voilà. Ernie, qui a 15 ans. Lui aussi vit aux États-Unis. On est... non, excusez-moi, c'est en Angleterre. Et on est quelques années avant Sudi. En fait, je crois qu'on est plus autour des années 20. Et dans le fond, c'était... semble-t-il, socialement, pas très non conventionnel d'offrir des armes aux mineurs. Donc, c'est ce que Ernie va recevoir à sa fête. C'est une carabine calibre 22. Et son père, de lui dire, bah, va essayer ça sur les lapins et les oiseaux, ça te pratiquera. Mais Ernie, en fait, va pas pratiquer sur les oiseaux seulement, disons, avec son meilleur ami. Il va tomber sur le petit personnage qu'on voit ici, qui s'appelle Peter. Peter a 11 ans et c'est un petit intellectuel, grand fan de nature, il dessine des croquis d'oiseaux. Voyez le genre, c'est vraiment deux opposés. Et dans le fond, c'est ce que ce garçon-là va subir de la part des deux autres garçons. C'est vraiment très violent quand même, mais je vais vous montrer. Il y a une page où on voit un peu qu'est-ce qu'ils lui font. Voilà, on le voit ici. Donc, ils l'ont ligoté, ni plus ni moins, sur une traque de chemin de fer. Donc, vraiment, c'est confrontant. Mais en même temps, c'est pour mettre en lumière que le manque d'éducation, le manque de considération des adultes pour les jeunes, ben, ça entraîne un peu ce phénomène-là de banalisation du prix de la vie. On n'a même pas besoin de mettre la religion là-dedans. On peut simplement parler de normes sociales. Donc, et ce qui est notable, en fait, c'est qu'à la fin, notre Peter va se lever contre l'injustice parce que les deux garçons vont s'en être pris un cygne et on nous explique qu'à l'époque les cygnes c'était une espèce protégée par l'Angleterre, ni plus ni moins, dans les parcs. Donc ce qu'ils ont fait est carrément atroce. Ils ont tué le cygne, ils ont même découpé ses ailes et ils les ont mis dans son dos à lui pour pouvoir s'en moquer et lui dire ben envole-toi maintenant, t'en as des ailes. Et finalement il va vraiment s'envoler en fait. Donc il y a une petite composante un peu magique et retourner dans le fond dans les bras de sa mère à la fin. Donc, ça peut sembler choquant, mais en même temps, c'est le genre d'ouvrage qui peut être vraiment très intéressant pour aborder justement ça, la droiture face à l'injustice, la droiture face au manque d'éducation, l'importance de réfléchir, l'importance de ne pas banaliser la violence et l'exposition qu'on y a. Fait qu'il y a plein de façons de le tourner, ça se lit vraiment très rapidement, les images sont tellement jolies, c'est vraiment très beau. Donc, je vous invite à aller voir Roald Dahl, dont on n'aurait vraiment pas soupçonné son genre d'écrire une nouvelle comme ça, mais vraiment à voir. Ça vaut la peine. Donc, on va changer de dialogue un peu. Ce que j'aime chez moi, donc, qui nous vient d'Australie. On est avec, Macy. Macy a 16 ans, c'est le temps des vacances, et comme on est en Australie, les vacances, ça coïncide aussi avec Noël. Et elle va nous parler un peu de ses complexes physiques. Donc, elle est plus rondelette, plus enveloppée que la plupart des adolescentes de son âge, et malheureusement va en subir un peu les moqueries. Et pas seulement des gens autour d'elle, sa propre famille aussi. Donc, on est vraiment dans une logique de relation plus ou moins saine, limite toxique. Même sa meilleure amie est du genre à la tirer vers le bas. Elle va même prendre l'ascendant sur un garçon dont elle avait... c'est son meilleur ami. Elle avait un béguin pour lui depuis 7 ans. Son ami a décidé de prendre quand même. Fait qu'on joue un petit peu avec ça. Ce qui est bien dans ce roman-là, en fait, c'est justement de pouvoir dénoncer un petit peu les relations amicales et même familiales qui peuvent être parfois nocives pour l'estime de soi. Et elle va commencer, dans le fond, une liste
où elle va écrire les choses qui lui plaisent chez elle. On change un peu la mécanique de pensée, de dire, ben, je me trouve grosse, je suis pas belle, et on commence à nibler sur les points positifs qu'on peut voir sur notre apparence. C'est une façon très intéressante de présenter la chose, et elle va même se présenter à un concours de beauté, le même que sa propre grande sœur a gagné quelques années plus tôt, parce qu'elle est mannequin. Et justement, la première jeune fille enveloppée qui va faire ce concours-là, les instances du concours sont vraiment ravies de voir que, bon, on a une diversité qui commence à s'installer. Non, elle va pas gagner, mais quand même, sa présence est souhaitable. Fait que, on est dans un pattern de grossophobie, mais je trouve que le terme est un petit peu lourd pour le sujet. Mais simplement de parler de diversité corporelle, c'est vraiment très important. Il y a une petite histoire d'amour aussi qui vient avec ça, une relation qui est vraiment très saine, un garçon qui est vraiment respectueux. Fait que vraiment, je suis vraiment contente de ce livre-là. Je vous invite à aller regarder de plus près. Pas de climat, pas de chocolat. Donc, vous aurez deviné, on parle de climat, on parle d'enjeux climatiques. Un tout petit livre, lui aussi, qui nous vient de la maison Alice Tertio. Plus pour les ados, ceci dit. Donc, on a un garçon de 16 ans, son petit nom Tristan. Vient de la famille de classe moyenne assez standard. La famille, dans le fond, veut pas... on voit d'un mauvais œil que Tristan aille faire une manifestation pour l'environnement. Surtout le père qui se dit que, bof, c'est pas vraiment un enjeu. Les jeunes, c'est rendu du terrorisme. Bon, on voit en fait la confrontation des générations sur le sujet. C'est vraiment bien. Et dans le fond, comment Tristan va vraiment se mobiliser à cause d'une fille, mais quand même, il va se mobiliser. Donc, découvrir bon, de toutes sortes de choses autour de l'environnement, comment on va faire une manifestation, tenir une assemblée générale. Fait que c'est très court, mais c'est vraiment intéressant. Surtout qu'on a une génération qui est là-dedans en ce moment même. Donc, oui, allez regarder, c'est cool. Cancer ascendant autruche. Donc, on le voit, il y a des constellations du cancer dessus. Malgré la lourdeur du sujet, parce qu'on parle quand même d'une maman qui va avoir un diagnostic de cancer, c'est un livre étonnamment humoristique, c'est vraiment très drôle et c'est super pertinent. Donc, on a une jeune fille de 14 ans, Sam, qui est très cartésienne. C'est quelqu'un d'assez logique, c'est quelqu'un qui adore les sciences, elle compte même les éléments pour s'endormir, vous voyez le genre, et elle reçoit le diagnostic de sa mère comme étant quelque chose de tellement pesant qu'elle se dit qu'elle doit tout faire pour la sauver. Donc, elle va essayer de trouver notamment un traitement expérimental en Suisse. Ça coûte 400 000 $, donc elle va bâtir une campagne pour aller chercher l'argent nécessaire. Elle va prendre aussi le lead à la maison. Donc, mais on voit qu'il y a un petit peu d'adultification dans ce qu'elle fait. C'est pas supposé arriver quand on a 14 ans de prendre autant de responsabilités. Mais en même temps, c'est un phénomène qui est tout à fait réel quand on a des parents qui sont malades. Et c'est même pas la faute des parents. Donc, on voit un peu les mécanismes de défense qu'elle va se poser. Elle-même a fait un peu l'autruche, en fait. Donc, je comprends la présence du mot autruche. C'est plus facile de rationaliser, dans le fond, plutôt que de souffrir. Et en parallèle de ça, il y a la mère aussi qui fait un peu l'autruche. Donc, elle allait ouvrir les chakras, faire du yoga, respirer par la langue, des tisanes. Bon, on voit un peu le côté naturopathe de la chose, qui est pas totalement scientifique non plus. Donc, même limite un peu ésotérique parfois. Mais ça aussi, l'idée d'être un peu désespéré et de chercher toutes les façons possibles de peut-être se donner une chance de survivre. Donc, ça aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment beau. Malheureusement, la maman ne va pas survivre, donc elle va décéder vers la fin, fait qu'on va vraiment aborder le deuil. Mais à travers tout ça, c'est de ne pas s'isoler, trouver des amis. Fait que c'est super pertinent, c'est vraiment très beau et c'est super drôle. Elle a un humour un peu décapant, un peu déjanté, beaucoup de comparaisons, c'est vraiment très drôle. Donc, vraiment, une belle trouvaille du côté des romans québécois. Nos corps jugés, donc de talent haut, voilà. Donc, va nous parler d'agression sexuelle dans les années 70 en France. Donc, on nous explique qu'il y a une jeune fille qui est allée au cinéma avec un jeune homme. Le jeune homme y a vu un peu une invitation, si on veut. Et quand il l'a ramenée à la maison, il s'attendait à pouvoir avoir une relation avec elle. Il y a une petite bagarre, elle se cogne la tête. Et le gars en profite et a une relation complète avec elle. Donc, on va parler, dans le fond, il faut comprendre qu'en France, à cette époque-là, le crime sexuel était un délit et non un crime. Donc, c'était pas jugé de la même manière. Et il y avait un peu tout le dialogue de « oui, mais tu l'as un peu cherché ». Bon,
Donc oui, c'est sûr que pour les modernes qu'on est, c'est un peu révoltant, mais c'est ça, il faut prendre dans son contexte. Donc c'est un petit peu, le livre va aborder ça, l'idée que bon, la jeune fille va garder tout ça pour soi, et le jour où elle va en parler à ses parents, en fait, les parents vont un peu minimiser, voire banaliser la chose. Il va falloir qu'elle aille voir sa sœur, en fait, pour se faire enfin entendre et aller dénoncer l'agression sexuelle auprès des instances des policiers, dans le fond. Il y a aussi le procès du viol, qui est le procès d'Aix, qui a été un procès très médiatisé en France. Donc, 2 jeunes femmes sur une plage qui ont été victimes d'un viol collectif. Et ça a été un peu le début de cette lutte-là des femmes pour faire reconnaître le crime sexuel, l'agression sexuelle. Fait qu'on est vraiment dans un thème, on est vraiment dans le judiciaire, un petit peu le politique aussi. Ça peut être vraiment très intéressant. Et aussi parler du développement de la pensée autour de ce sujet-là. Donc, les mœurs sociaux qui ont été appelés à évoluer, de moins banaliser, de reconnaître les faits. Fait que je vous invite à regarder ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, un autre qui est plus ou moins... je veux pas dire ça parce que c'est pas vrai. Là, c'est un excellent roman. Je l'ai fini hier. C'est vraiment très touchant. Mais ce n'est pas non plus un thème joyeux. Là, on va parler de violence d'adultes contre des enfants, plus spécifiquement un parent, souvent, contre un enfant ou un membre de la fratrie. Donc, on a Ellie. Ellie, dans son contexte, c'est une jeune fille qui a une cousine. Sa mère, elle est malade, elle a une sclérose en plaques. Donc, il y a beaucoup de responsabilités à la maison. Son quotidien n'est pas toujours facile. Donc, l'arrivée de sa cousine met un baume à tout ça. Mais c'est une manipulatrice. Et ça va prendre des proportions assez importantes dans l'intimidation et dans le dénigrement au niveau d'estime de soi. Donc, il y a vraiment un double dialogue, il y a du gaslighting, comme les Anglais disent. Donc, ah oui, mais tu sais, tes fesses sont un peu grosses, c'est pas moi qui l'ai dit, mais... Donc, progressivement, elle va faire cheminer des pensées dans la tête d'Ellie. Elle va développer un trouble alimentaire à cause de ça. Et son estime de soi va vraiment s'effriter jusqu'à devenir vraiment des idées suicidaires. Donc, on voit qu'Ellie, elle souffre de son côté. Ensuite, on a Yuna. Yuna, elle a été kidnappée par son père et elle est prisonnière d'une chambre depuis quand même à peu près 3 mois. C'est lui qui contrôle ses repas, c'est lui qui contrôle vraiment tout dans la maison. Donc, on parle vraiment de séquestration. Sa sœur va même s'ajouter à un moment donné. Donc là, on parle vraiment c'était quand même un crime assez sérieux, d'un père qui n'a pas accepté le divorce et qui va s'en prendre à ses 2 filles et même à sa conjointe éventuellement. J'y reviens. Et le troisième, c'est Jeff. Jeff, dans le fond, son grand frère est ce qu'on pourrait appeler un prédateur. Donc, c'est un homme qui tolère pas de se faire dire non. S'il veut baiser une fille, ben, il va tout faire pour l'avoir. Il va même contrôler. C'est quelqu'un de charmant, de très charmeur. Mais en parallèle, c'est quelqu'un de profondément égoïste et quelqu'un d'assez dangereux. Donc, et ce qui est le particulier, dans le fond, c'est que Jeff a vu la fille qu'il aimait se suicider parce qu'elle n'était plus capable d'encaisser les moqueries, la pression, toute l'agression sexuelle qui se passait autour d'elle. Pas seulement par le frère de Jeff, mais aussi par ses propres copains. Fait qu'on voit que le réseau était tissé serré, tout le monde protégeait Jeff. Et elle n'a pas supporté et elle s'est enlevée la vie. Donc, vous voyez, c'est pas joyeux, mais en fait, ce qui est notable, c'est que les 3 personnages vont converger. Yuna va devenir intervenante en art-thérapie. Et elle va rencontrer Jeff et Ellie. Et c'est vraiment la reconstruction à travers les arts. C'est vraiment très beau, c'est très touchant. On a un peu encore ce tabou-là dans la société de dire, ben on va pas parler de ça, les parents qui abusent de leurs enfants, et pourtant ça arrive encore aujourd'hui à travers le monde. Donc 3 histoires qui sont vraiment très pertinentes, oui, qui sont dures, mais qui sont ô combien importantes, faire de la prévention, en parler. Et ce qui est vraiment très beau, c'est que c'est ouvert sur la résilience. Les humains, c'est une de nos grandes qualités, on peut s'adapter, on peut en revenir. Donc vraiment, allez voir, ça vaut la peine. Donc, je termine avec quelque chose d'un peu plus joyeux, La course dans les nuages, qui est ici, là, quel beau livre. On est dans les années, oh mon Dieu, les années presque 40. On commence à faire dans l'aéronautique, il y a la France, il y a l'Angleterre et les États-Unis. Et on apprend qu'il y a eu une catastrophe au Chili, dans une ville, un gros tremblement de terre. On vient de développer d'ailleurs l'échelle de Richter. On est à, mon Dieu, 6,9 sur l'échelle de Richter. Clairement, la ville est en péril et le Chili n'arrive pas à acheminer les denrées. On arrive en Europe et on est avec Salomé Declercq, qui a la vingtaine,
Et c'est une aviatrice, donc on rejoint un petit peu les aviatrices de l'époque. Et elle va représenter la France. On a également un sire, dont je me rappelle pas le nom, mais de toute façon, c'est un personnage qui est vraiment, vraiment pas sympathique. Et lui, c'est un Anglais. Il va avoir une course entre les deux pour savoir qui va acheminer les vivres le plus rapidement possible dans la ville qui est en danger. Les Anglais, en fait, ils en profiteraient pour s'accaparer la ville et avoir un poste commercial là-bas. Donc, on parle, c'est vraiment limite de l'invasion. Donc, les Français, quand ils ont eu la nouvelle, ils se disent que c'est doublement important d'arriver là les premiers. Donc, on est dans une logique d'espionnage, on est dans une logique de course contre la montre, on est vraiment comme à l'époque, c'est vraiment cool, il y a des boys clubs que Salomé va quand même intégrer, c'est vraiment très chouette pour ça. Elle va être suivie par un jeune journaliste de 18 ans qui est très avide de faire ses preuves et qui est, bon, lui, il est pas si nono qu'on pourrait penser a priori. Fait que ça se lit vraiment tout seul, c'est vraiment très très addictif, très intéressant. Fait qu'un livre historique sur un thème qu'on n'a pas souvent dans la littérature jeunesse qui est l'aviation. Donc, encore une belle trouvaille pour les éditions Exprime aux éditions Sarbacane. Donc, ça conclut pour moi pour les incontournables du mois de mai pour la fiction secondaire. Donc, on se revoit le mois prochain.